Johnny Hallyday est parti. Mon homme n'est plus. Le papa de nos 2 petites filles, Jade et Joy, est parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant. « 6 décembre dernier. La France se réveille en apprenant la disparition de Johnny. Un mois plus tard, la guerre des clans pour l'héritage de la star éclate au grand jour. Je ne vais pas vous dire qu'elle le vit bien, mais quand elle pleure, c'est son mari qu'elle pleure, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Son entourage familial n'est quand même pas très reluisant. C'est pas bien ce qui se passe. Elle va en chier, la Laetitia. D'un côté, Laetitia, la veuve du chanteur. De l'autre, David et Laura, ses 2 aînés. L'enjeu, un patrimoine estimé à 50 millions d'euros. Et surtout, la première place au panthéon de sa mémoire. Une histoire d'argent, mais aussi d'amour. Comment faire pour devenir papa quand on n'a jamais eu soi-même un papa pour vous montrer l'exemple? Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, j'ai raté ma vie. Johnny, son gros problème, c'est qu'il était incapable d'être seul. Et pour ne pas rester seul, il aurait fait n'importe quoi. Ses plus proches ont accepté de nous raconter l'homme derrière l'idole. Ses blessures d'enfance, ses secrets et ses mystères. Il avait tendance à un peu semer la zizanie à droite à gauche. Il était d'une gentillesse, d'une tendresse énorme, tout comme il savait être très dur. Ça s'appelle diviser pour mieux régner aussi, hein, quelque part. Moi, j'étais persuadée que j'étais celle qui allait le sauver de tous ces démons. Quelle relation Johnny entretenait-il en privé avec David et Laura? Quel rôle Laetitia et son entourage ont-ils joué dans l'ombre? C'est une double face, quoi. C'est une poker face. Et puis c'est une dame de fer. Elle a voulu me faire partir pour mettre à ma place sa famille, sa grand-mère. Laetitia, il me semble qu'elle l'a assainie. Elle lui a peut-être même prolongé la vie. Voici l'histoire d'une affaire de famille pas comme les autres. Qui est le méchant, qui est le bon. C'est important pour l'image qu'on va laisser. Et donc, pour le business qu'on pourra faire après. Une impitoyable guerre des clans autour de la succession la plus convoitée du moment. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous le laisse. Vous pouvez y réfléchir tranquillement. Il n'était absolument pas conscient qu'il partait. Nous n'étions pas conscients qu'il partait. Il n'aimait pas beaucoup parler de la mort, Hallyday. C'est pas son truc. Il essayait de pas y penser. Peut-être qu'il y pensait parce que souvent il me disait, moi j'y pense tous les jours, que je vais crever, quoi. Il avait horreur de ça. Johnny était un être solitaire quand même et à la fois renfermé certaines fois. Et peut-être qu'il nous a menti. Peut-être qu'il savait qu'il partait, j'en sais rien. J'ai appris la mort de Johnny par mon fils, en fait. Il m'a réveillée un matin pour m'annoncer ça. Je suis restée sans voix. Et ça m'a... J'avais peur qu'il parte le jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, pourvu qu'il parte pas le jour de mon anniversaire. Et il est mort le jour de mon anniversaire. Voilà. J'ai dit à Laetitia, quand je l'ai vue à Saint-Barth, je passerai à la maison, je passerai vous voir. Elle m'a dit ok, sans problème. Et puis je suis pas passé. C'est quand même très con, quoi. C'est très con que je lui ai pas dit au revoir. Johnny a été l'artiste qui faisait les plus incroyables entrées en scène, démesurées, démentes. C'était bien normal qu'il fasse la plus grosse sortie de scène qu'on ait jamais vue, quoi.
Je lui disais, Johnny, le jour où tu claques, tu vas avoir des obsèques nationales. Il dit, tu crois? Je dis, ouais, je vois ton cercueil tiré par 12 chevaux noirs, remontant les Champs-Élysées. J'étais pas loin du compte, hein. 500 000 personnes rassemblées de la place de l'Étoile à la Madeleine. Un hommage national suivi par près de 11 millions de Français à la télévision. Un pays uni pour dire adieu à Johnny. Le 6 décembre, la France, elle perdait son idole, son Johnny, qui a marqué 3 générations, qui était là depuis 58 ans. La France entière a perdu un membre de sa famille. Autour de la Madeleine, il y avait les vrais gens, c'est-à-dire les fans qui suivaient pas à pas toute sa vie depuis des années. Donc c'était une part d'eux-mêmes qui disparaissait aussi. Quand un roi meurt, son fils, son héritier, son dauphin prend la suite. Et bien avec Johnny Hallyday, c'était un peu ça. On avait le corps physique de Johnny, l'être humain Johnny qui était décédé, mais il y avait toute cette transmission d'une forme de mémoire à travers ses fans, tellement bien illustrée sur le parvis par cet orchestre muet. Quand je dis muet, c'est pas qu'il ne jouait pas, il jouait, et très bien, mais il n'y avait pas de chanteur. Sauf que le chanteur, c'était la foule, c'était les centaines de millions de gens qui étaient là et qui chantaient avec Johnny à la place de Johnny. D'un côté, il y avait le peuple qui disait au revoir à son idole, les larmes aux yeux. Et à l'intérieur de la Madeleine, il y avait des gens plus ou moins proches de Johnny qui étaient là parce qu'il fallait être là. Dans l'église, c'était pas seulement un événement people, c'était aussi un événement politique. Au premier rang dans l'église, il y avait toutes les institutions de la République. Il y avait quand même 3 présidents avec leurs épouses. C'était un truc absolument dingue quand tu réfléchis. C'était fou. Moi, j'étais juste en face, je les regardais, j'étais halluciné. En fait, c'est pas comment tu peux regrouper ça dans ta vie, quoi. Mais derrière l'union sacrée du peuple et de ses dirigeants, en coulisses, la guerre des clans fait déjà rage. Et celle-ci éclate au grand jour dès le départ du cortège accompagnant la dépouille de Johnny. Cette descente des Champs-Élysées avec Laetitia qui est au premier plan avec les 2 plus petites filles, alors que Laura et David ne sont pas là, ni Sylvie Vartan, ni Nathalie Baye. Le convoi ne comprend pas tout le monde. Le convoi qui suit Johnny Hallyday, c'est une toute petite partie des gens qui ont marqué sa vie. Il est de bon ton dans les familles françaises de mettre sous le tapis les querelles le temps de l'enterrement, pendant que le cadavre est encore chaud. Et on a tous vu David Hallyday, Laura Smet embrasser Laetitia sur le parvis comme si tout allait bien. C'est une mascarade absolue. On sait que cette famille s'entre-déchire depuis des mois, voire des années, et ce qui se passe là est une mise en scène extrêmement bien foutue, très bien faite, mais rien ne va plus. Le grand public l'ignore encore, mais les 2 clans de la famille Hallyday se déchirent dans l'ombre depuis plusieurs années. Et dans les jours précédant les obsèques, les tensions montent d'un cran. Le 8 décembre, le vendredi, c'est-à-dire la veille de la Madeleine, David Hallyday et Laura Smet font savoir que ce n'est plus possible pour eux d'aller à la Madeleine, que la cérémonie est trop mise en scène par Laetitia Hallyday. David et Laura se sentent exclus et décident de ne pas venir. Lynn Renault, apparemment, prévient l'Élysée. Macron intervient. Brigitte Macron a cette idée assez géniale et pleine de tact de recevoir pour une tasse de thé David et Laura comme s'il s'agissait de partager leur peine pour leur expliquer que c'est pas possible et que la France ne retiendra que leur absence, que leur boycott s'ils ne viennent pas. Ça donne une sorte de négociation qui permet d'avoir le lendemain la présence quand même de tous les enfants, de toutes les familles. Et ça, c'est très important. L'union de façade est préservée. Mais David et Laura ne décolèrent pas. Les 2 aînés du chanteur n'auraient pas digéré un incident survenu quelques jours avant la mort de leur père. Laura et David donc, se précipitent en main de la coquette au domicile de Johnny, qui est malade, très malade. Et là, Laetitia Hallyday leur ouvre la porte et elle leur a interdit l'accès non seulement à Johnny, mais pire encore au vestibule même de la maison. Et il y a un témoin qui est là et qui est auprès de Johnny, qui est Eddie Mitchell. Et Eddie Mitchell racontera la scène à quelques-uns parce qu'il a été seulement choqué, mais il est meurtri par ça. Comment se fait-il que ces 2 enfants ne peuvent pas avoir leur père? Et je sais que quand David Hallyday me téléphone, c'est-à-dire l'avant-veille de la mort de son père, à ce moment-là, c'est qu'il a vécu cette scène qui était la goutte d'eau. Pour lui, ça a été absolument insupportable. Les obsèques nationales terminées, l'apparente entente cordiale va très vite voler en éclats. Finalement, quand la puissance publique se retire et qu'on laisse le champ libre à la famille, là les querelles se voient. La famille reprend ses droits
pour partager un chagrin et pour partager des disputes. Et c'est comme ça dans toutes les familles, ou presque, sauf que toutes les familles ne se retrouvent pas à la une des magazines People. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Laetitia pleure Johnny. Pas ce qui se passe aujourd'hui. Document RTL, Hélène Darroze. Je ne veux pas vous dire qu'elle le vit bien, mais quand elle pleure, c'est son mari qu'elle pleure. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, quoi. L'héritage de Johnny fait les gros titres de la presse. Les deux clans s'affrontent par médias interposés depuis le 12 février, date à laquelle Laura sort pour la première fois du silence dans une lettre posthume à son père. Cher papa, voilà plus de 2 mois que tu es parti et tu me manques tellement. J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. J'aurais préféré que tout cela reste en famille. Malheureusement, chez nous, c'est comme ça. Les soutiens des deux aînés du chanteur multiplient les interventions médiatiques. Plus rares sont les défenseurs de Laetitia. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur ce testament. D'autant plus qu'alors peut-être aussi, c'est que son entourage familial n'est quand même pas très reluisant. Ils ont eu du mal à voir leur père avant. Absolument. C'est vrai qu'ils se cachaient. Les enfants ne pouvaient pas voir leur père. C'est qu'il avait du mal à voir les enfants. C'est pas bien ce qui se passe. Elle va en chier, la Laetitia. Ben, ça va être très long. Je trouve triste qu'on en arrive ici alors que Johnny était quelqu'un qui n'avait rien à foutre de tout ça. Le 25 février, Sylvie Vartan prend publiquement la défense de son fils David. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu aimait follement et que je connais très très bien ait pu renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral à ses enfants. Le 5 mars, dans les colonnes du Figaro, Nathalie Baye lui emboîte le pas. Les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi. Il y avait l'apparence, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Dans cette guerre des clans impitoyable, un document met le feu aux poudres. 4 pages rédigées en juillet 2014 chez un notaire de Los Angeles, où Johnny désigne son épouse Laetitia comme unique héritière. Cette révélation explosive, le journaliste Jean-Alphonse Richard en est à l'origine. C'est lui qui sort l'ultime testament de Johnny. C'est effectivement une pièce qui n'était pas connue de David et Laura, et donc ils ont appris par les médias qu'il ne figurait pas sur ce document qui fait foi, puisque c'est celui-ci qui va être désormais produit pour exercer le droit sur l'héritage. Quelles sont les sources ? Ce sont les entourages. Un testament, ça ne se distribue pas dans les cafés. Ce peut être aussi les entourages juridiques. De toute façon, quand un document sort, c'est que quelqu'un a intérêt à le faire sortir. L'histoire de Johnny, c'est une histoire française. C'est l'histoire d'une famille française. C'est une histoire d'héritage comme il y en a plein dans toutes les familles. Et dès lors que ça se passe mal, eh bien, tous les documents sont sur la table. Donc je ne pense pas qu'il y ait une stratégie précise. Simplement, on montre ses muscles d'un côté et de l'autre. Dans les guerres de testament, les informations sont des armes. Il y a une guerre technique par les avocats auprès des tribunaux. Celle-là, c'est sur des faits, sur des documents, c'est pas sur des émotions. Mais il y a aussi une guerre devant l'opinion. Qui est le méchant, qui est le bon ? C'est important pour l'image qu'on va laisser et donc pour le business qu'on pourra faire après à partir de l'exploitation d'une mémoire discographique, d'une mémoire d'artiste. Au total, Johnny a rédigé au moins 6 testaments depuis 1997. Acte après acte, la part d'héritage allouée à David et Laura baisse progressivement jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. En 2007, Johnny et Laetitia signent une donation aux derniers vivants. Les parts restantes sont réparties équitablement entre les 3 enfants du chanteur. En 2011, Joy a rejoint la famille. Johnny signe un nouveau testament devant un notaire suisse. L'héritage de David et Laura est diminué des montants que leur père leur a versés de son vivant. Environ 1 500 000 € au total pour chacun d'eux. Mais 3 ans plus tard, un fait d'actualité au retentissement mondial rebat totalement les cartes. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, la dramatique disparition d'un avion qui reliait Kuala Lumpur à Pékin. Il y avait 239 personnes à bord, dont 4 Français. Cette catastrophe aurait agi comme un déclic chez le chanteur.
Johnny parcourt chaque année des dizaines de milliers de kilomètres en avion. Il se serait alors mis à craindre sa propre mort dans un accident, laissant son épouse seule et démunie. Un mois plus tard, il rédige depuis sa résidence de Marne-la-Coquette un testament manuscrit sans notaire ni témoin et désigne son épouse Laetitia comme seule héritière. C'est son écriture, il n'y a pas de doute là-dessus. Sa signature est totalement authentique et effectivement, dès cette époque, il exclut de ses volontés et de son testament le fait de pouvoir donner quoi que ce soit à ses 2 premiers enfants. Ces dispositions seront confirmées 3 mois plus tard dans l'acte de droit américain au cœur de la polémique. Il y a l'opposition entre un droit français et un droit californien. Lequel de ces 2 droits va s'appliquer à l'héritage de M. Jean-Philippe Smet? Était-il résident californien avec un testament validé par le droit californien et donc c'est Laetitia et ses filles qui héritent? Ou bien doit-il faire l'objet d'un traitement par le droit français et à ce moment-là, on ne peut pas retirer tout l'héritage à ses enfants biologiques? La jurisprudence pour l'instant, elle n'est pas favorable à Laura Smet et à David Hallyday. Parce qu'il est possible pour un citoyen français, à partir du moment où il arrive à prouver que sa résidence était ailleurs, de faire un testament dans cet ailleurs. Ça fait déjà plusieurs années que Johnny et Laetitia avaient bougé pour s'installer, on va dire, de façon permanente à Los Angeles. Les enfants Jan et Joy seront scolarisés à Los Angeles. Il y a beaucoup de choses qui laissent penser qu'a priori, il était possible pour Johnny Hallyday de faire un testament en droit américain qui permet d'écarter Laura et David Hallyday. L'enjeu de la succession Hallyday, un patrimoine estimé à 50 millions d'euros. Le patrimoine de Johnny Hallyday, c'est essentiellement 2 blocs. C'est d'abord de l'immobilier, puis de l'autre côté, c'est des droits, on va dire des droits d'auteur assez faibles. Les droits d'auteur, c'est quand on est auteur et compositeur, mais Johnny Hallyday est surtout artiste-interprète, c'est-à-dire qu'il a des droits dits voisins. Et là, il y a, selon les années, des sommes plus ou moins importantes et qui, évidemment, seront sans doute démultipliées cette année avec la parution d'un album posthume. Le 15 mars dernier, l'audience en référé au tribunal de Nanterre, devant statuer sur la sortie de cet album intitulé « Je te promets », a été reportée à la demande des avocats de David et Laura. Mais la bataille judiciaire pour l'héritage de la star ne fait que débuter. Elle a beau accrocher Laetitia à la croix de Johnny autour du cou, elle sera jamais Johnny Hallyday. Et pour le public, ceux qui sont Johnny Hallyday aujourd'hui, c'est David et Laura. Indiscutablement. La mère louve qui cherche à protéger ses petits, coûte que coûte. Moi, je pense qu'il y a de ça, évidemment, parce qu'elle voit les 2 grands qui sont déjà installés dans la vie. David est marié à une grande fortune. Laura est une actrice très demandée. Évidemment qu'en voyant ces 2 petites qui ont 10-12 ans, qui n'ont encore rien, elle peut légitimement être un peu inquiète et vouloir les armer le plus possible. Est-ce que les armer le plus possible, c'est leur mettre une énorme fortune sur le dos? C'est une question. Ce qui se passe en ce moment pour Laura, si les choses vont dans le sens de Laetitia, c'est qu'elle perd complètement son statut de fille de Jean-Philippe Smet. Même pas de Johnny Hallyday, fille de Jean-Philippe Smet, elle ne l'est plus. Donc c'est hyper douloureux pour elle. L'idole de tout un peuple a-t-elle délibérément déshérité ses 2 premiers enfants, David et Laura? La réponse à cette question se trouve peut-être dans le destin si singulier de notre gloire nationale. Johnny Hallyday, on a dit beaucoup de choses sur votre famille, sur vos parents. Alors, quelle est la vérité? La vérité, c'est que mes parents ne se sont pas occupés de moi, et je leur en ai jamais voulu d'ailleurs. Mais je me sens pas vraiment leur enfant. Et ça, je n'y peux rien. Né le 15 juin 1943, Jean-Philippe Smet est abandonné par son père à l'âge de 6 mois et confié par sa mère à une tante, Hélène Marr. Une famille disloquée, sans figure paternelle. Une enfance pas comme les autres, dont les blessures ne guériront jamais. Comment faire pour devenir papa quand on n'a jamais eu soi-même un papa pour vous montrer l'exemple? Je me souviens une fois, on était tous les 2 en voiture, on roulait en direction de Paris, et arrivé à la Porte Maillot exactement, il m'a dit « Garde-toi là, écoute-moi, je suis né en 1943, ici à Paris c'était la guerre. » Il dit « J'ai pas connu mon père, j'ai été longtemps persuadé que j'étais un fils de Boche. » Et quand je suis arrivé à l'âge de 20 ans et que j'ai appris qu'il était belge et puis que j'avais un père, il dit j'étais terriblement content, j'aurais tout donné. Il m'avait raconté une anecdote qui m'avait fait marrer, il m'avait dit
J'étais au service militaire, mon père est venu. J'ai été lui acheter 2 costumes chez Cerruti, qu'il avait payé une blinde. Hein. Il les a filés à son père, qui les a immédiatement revendus et transformés en bouteilles d'alcool. Je pense qu'il a beaucoup souffert du manque d'affection de son père et de sa mère. Hein. Je pense que oui, c'est très important pour un enfant. Et je crois que le fait d'avoir été abandonné par ses parents, ça a fait une blessure qui n'a jamais pu cicatriser. Et les gens qui ont connu ce genre de drame enfant ont toujours une espèce de soif d'amour qui, à mon sens, n'est pas possible d'étancher vraiment. Faut l'aimer, et faut l'aimer encore plus, et plus. Et puis à un moment donné, quand on n'a pas connu, nous, ce genre de drame, on se dit mais là, je suis déjà à bloc, hein, je ne peux pas faire plus. Voici David, blond, les yeux bleus, superbe, 3,05 kg. Je sais que Sylvie est fatiguée. Maintenant, vous repartez, vous ne restez pas à son chevet. Malheureusement, non, je chante ce soir à Venise. Il faut partir tout de suite alors. Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Bon, écoutez, on vous laisse. Heureux papa, bien sûr. Merci, au revoir. C'est une image qui est assez cruelle et qui résume assez bien la difficulté pour Johnny d'endosser son rôle de père. Il faut bien comprendre que quand il devient le numéro 1 des hit parades au début des années 60, il a 17 ans, 18 ans, il n'est pas encore mature, il est aspiré par le tourbillon du succès, du rock'n'roll, des sorties, de la déglingue, des bagnoles. Il n'est pas du tout prêt pour mener une vie de père de famille. C'est tellement compliqué pour David d'être le fils de Johnny depuis sa naissance en 1966. C'est tellement compliqué. Son père a tenté de se suicider le mois de sa naissance. Donc c'était mal parti la relation papa-fils. Hein. Il voit son père entre 2 avions, 2 tournées, 2 scènes, toujours entouré des 1000 personnes, courtisans omniprésents. Il bossait sans arrêt quand David est né. Johnny devait faire 265 galas par an. Bonjour mon amour, comment tu vas? Je te passe papa. Allô, ça va, fiston? David, il a grandi vraiment avec sa grand-mère maternelle et avec le frère de Sylvie, Eddie Vartan, qui était un musicien aussi, qui lui a appris la musique. Donc le vrai papa de David, c'est Eddie Vartan qui nous a quittés. David et son papa, c'est pas facile parce que le modèle du père, Johnny ne l'a jamais eu. Le 25 novembre 1979, sur la scène d'une grande salle parisienne, un petit événement se produit. David, tout juste 13 ans, provoque bien malgré lui la stupéfaction de son père. On se souvient de cette image magique en 79 où David joue de la batterie derrière son papa, on est au pavillon de Paris. C'est tellement symbolique que ça prouve que les deux ne se voient pas si souvent que ça. D'un coup, David fait la surprise à son père d'être à la batterie. Et son père découvre que son fils sait jouer de la batterie. Quand on est à la maison tous les jours, on a les oreilles cassées et on voit venir le talent. Là, il n'a pas vu arriver le talent. Et après, il se retrouve avec 100%, parce que David est aussi un super mélodiste. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. De façon assez paradoxale, le disque a été un énorme succès, mais on ne sait pas trop si finalement ça les a vraiment rapprochés. C'est vrai que Johnny a voulu écrire des chansons dans sa vie, il en a quand même écrit une centaine, notamment toute la musique que j'aime, et il a toute sa vie eu envie d'être reconnu comme un auteur ou un compositeur. Malheureusement, malgré ce succès-là, il ne sera jamais reconnu que comme un interprète. Et que son fils fasse mieux que lui, soit interprète plus compositeur, ça a dû être dur à digérer pour Johnny. Parce que son fils avait un talent de plus que lui. Quand il téléphonait à son père, moi, il me l'a raconté un jour, il lui dit ici c'est Johnny, c'est pas ton père, c'est Johnny. Donc il y avait un décalage absolument hallucinant, même aucune affection, aucun affect. Et son fils en souffrait beaucoup depuis très nombreuses années. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu ça au plus profond de sa chair de manière terrible. Johnny peine à endosser son rôle de père. Pourtant, il attend déjà un deuxième enfant avec l'actrice Nathalie Baye. Laura vient au monde le 15 novembre 1983. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, oui. Très bien, c'est une petite fille qui pèse 3 kg 950 grammes. Entre Johnny et Laura,
Ça avait plutôt bien commencé. Johnny était fou de sa fille, qui lui ressemble tant. Quand Laura avait de temps en temps des mauvais bulletins, il était ennuyé, ça le perturbait. Il me disait, merde, elle, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle aille à l'école, pour qu'elle puisse être... pour pas qu'elle soit comme moi. Ça, c'est là qu'il me disait, tu sais que j'ai jamais été à l'école. Nous sommes partis faire du ski pendant une semaine, et il était heureux avec sa fille. Il adorait. Bien sûr. Maintenant, il est clair qu'après sa séparation avec Nathalie Baye, et une fois que Laetitia Hallyday est arrivée dans sa vie, Johnny et Laura se sont moins vus qu'auparavant. Ça a été quelque chose de difficile à accepter, sans doute. Laura, je l'ai jamais vue de ma vie. Je sais pas à quoi elle ressemble. Je l'ai jamais vue. Je ne connais pas Laura. Je n'ai pas connu Laura. J'ai rencontré 2 fois dans ma vie, il faut le savoir. Donc Laura, je ne peux rien dire. Je sais qu'il l'adorait, il la trouvait belle, enfin, etc. Mais je ne peux rien dire. Je ne sais pas parler de gens que je ne connais pas, tu vois. J'ai jamais eu un déjeuner où David était là, ou Laura. Jamais. À Saint-Barth, quand il fêtait les anniversaires des 2 petites filles, au mois d'août, ils n'étaient pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne les aimait pas. Hein. Je pense qu'ils étaient adultes. Hein. Ils s'étaient construits une autre vie. Il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est pas possible, c'est vrai. C'est affreux, mais c'est vrai. Johnny, une force de la nature au service de sa carrière et du premier de ses plaisirs, consumer la vie avec ses amis. On était à Saint-Tropez, on roulait très très vite. Enfin, c'était Johnny qui roulait très très vite. Et devant, là, il y avait un type qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelait Joe de Salerne. Joe de Salerne était mort de peur devant, en disant « Johnny, attention, attention, dans le virage, là, je connais des gens qui se sont tués. » Et nous, on était derrière, on disait « Allez, Johnny, allez, Johnny. » Il avait un panel d'amis, et puis il y a ceux à qui on va raconter ses confidences, ceux qu'on va appeler quand on va pas bien, et puis ceux qu'on va appeler pour faire la fête. Il avait aussi le truc d'être insomniaque, et les gens savaient qu'ils étaient proches de lui quand ils recevaient le coup de fil à 3h du mat. « Je te réveille ?» Non, Johnny, pas du tout. Et là, ils savaient qu'ils étaient adoubés. Il était plus fort que tout le monde. Quand on a tourné à Marseille ou je sais pas où, la veille, on avait fait un peu la fête, il était fatigué, je le regardais, je me disais, putain, il a pas l'air... Et puis, quand il mettait un pied sur la scène, il y avait un autre mec. Je lui disais, Johnny, vous êtes 2. En temps normal, je suis moins fatigué en sortant de scène qu'en y rentrant. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur scène, il est 10h, 10h30, j'ai un peu le coup de barre. Et puis à la deuxième chanson, c'est fini. C'est un métier facile, je veux dire, il y a des métiers plus importants que ça. Il y a des docteurs qui sauvent des vies humaines. Alors si on se prend au sérieux, je veux dire, ça devient dramatique. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Il est arrivé à l'apéritif, je crois qu'il avait 7 ou 8 bouteilles de blanc qu'il avait bu comme ça et tout. Donc tu vois, le mec, la force physique, quoi. C'est un colosse, tu vois. Le mec qui tient à la colle comme ça, quoi. C'est incroyable, quoi. On est avec son coach, Daniel Destress, et on commande des hamburgers. Je bouffe pas un hamburger comme ça, je le coupe. Putain, tu ne sauras jamais bouffer un hamburger. Je vais t'apprendre. Et là, il enlève le pain qui est au-dessus, il met des cornichons, il met de la mayo, il met le truc monte comme ça, il monte. Et là, il s'aperçoit que c'est un peu grand pour mettre dans sa bouche. Je me dis, tu vois, c'est toi qui es en train de te faire avoir. Et là, il a pris la main, il a frappé sur le truc, il a arrosé les murs et tout le bordel. C'était encore trop grand, il a frappé une deuxième fois. Et il a pris le truc, c'est comme ça qu'on mange un hamburger. Quand on a fait la route 66, il faisait une chaleur de bête, hein, c'était au mois d'août. Hein. Et c'était lui qui était en tête de cortège. Et moi, parfois, ça me faisait chier de rester derrière, ça allait pas vite et tout. Donc, je m'ouvrais un petit peu, j'envoyais, puis je le passais. Et ça lui plaisait pas du tout. Il voulait être le boss, ça le faisait chier qu'il y ait quelqu'un devant lui. Billon m'avait dit, tu devrais éviter éviter de le doubler. Le seul truc que je déplore, c'est que David n'ait pas fait une balade moto avec nous. Je crois qu'il était prévu et puis ça s'est pas fait. Ça, c'est dommage. Ça aurait été formidable pour lui. Il était le meilleur ami de mon père, donc il venait très régulièrement à la maison, dîner. On passait des vacances ensemble aussi. Il me promettait qu'il allait m'épouser. Voilà, il me dit, mais on va se marier quand tu seras grande, on se mariera quand tu seras grande. Et ben, du haut de mes 5 ans, je trouvais ça formidable et je trouvais que c'était un conte de fées et j'y croyais. Quelques années plus tard, Johnny s'est séparé de Nathalie Baye, donc il a débarqué à la maison chez mes parents. De ce qui devait durer quelques jours pour être chez des potes, pour se ressaisir un petit peu, ça a duré presque 1 an. Il est resté quasiment 1 an chez nous.
Il y avait toujours cette promesse de mariage qui était toujours là. Puis les choses ont changé, s'est rapproché. Il y avait énormément de complicité pour la journée. Puis la relation c'est compliqué, c'est devenu plus secrète. Un jour, j'ai eu 18 ans. Et bien, ce jour-là, tout a changé parce qu'il a posé les yeux sur moi et il m'a dit « T'as 18 ans ?» Oui. Alors, je vais t'épouser. Et ça nous semblait absolument évident puisque ça avait été la promesse de toujours. Et 1 an après, quasiment, on était mariés. Chez Johnny, le numéro 1 au top 50, comme le copain, l'ego est plus fort que tout. Il me disait, putain Régnier, tu fais chier, tu dis jamais comme moi. Peut-être que je pense pas comme toi, Johnny, tu vois. J'ai un défaut aussi, je sais pas si c'est un défaut, j'aime bien en général foutre la merde, un peu assez. T'as un côté un peu provocateur. Non, pas méchamment, toi, mais raconter des histoires entre deux copains foutre la merde, puis après je leur dis que c'était des baratas, tu vois, je veux dire, mais... Ah mais t'aimes bien quand même. J'aime bien foutre un peu, ça excite en plus, c'est excitant. Il voit ma maison et il me dit, ça c'est une maison d'artiste. Je dis, mais ta maison c'est une maison d'artiste magnifique, elle est bien plus belle que la mienne. Ah, il me dit, moi c'est pas une maison d'artiste, c'est une maison de star. Toute l'intelligence de Johnny est là-dedans. Il a décidé quand il était enfant d'être une star. Il s'est développé un ego de star. Il dit, il n'y a pas de cadeau à faire. Il faut avoir de l'ambition, ce que je n'avais pas du tout, moi. Pour un artiste comme Johnny, l'important, l'essentiel, le centre de l'existence, c'était sa carrière. Et ça l'a été jusqu'à la fin. C'est même ce qui l'a tenu en vie. Donc, non, ses enfants n'étaient pas numéro 1 dans ses préoccupations. Les enfants, c'est quand il avait le temps, mais comme beaucoup d'autres mecs. Un enfant abandonné par ses parents. Une paternité incompatible avec son statut de star du rock'n'roll. Une existence brûlée par l'ivresse de la jeunesse. Je me suis dit, à mes 40 ans, je vais m'asseoir sur une chaise en face d'une porte. Je vais attacher un riot gun devant ma tête, avec une ficelle qui sera attachée à la poignée. Et puis la personne, qui c'est, c'est le destin, la personne qui arrivera à la porte, déclenchera la gâchette et me fera exploser la tête. Et je m'étais dit que ce serait de façon à moi de me crever la tête. Tu veux aussi de rentrer dans la légende? Oh, le plus tard possible quand même. Alors jusqu'à 45 ans. Il m'a fait des tas de confidences. Il a même pleuré sur mon épaule. Il était très, très ému. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, j'ai raté ma vie. Je lui dis, comment tu peux me dire une chose pareille? Tu te rends pas compte? Johnny avait ce sentiment, quelquefois en privé, qu'il n'était pas fait pour faire ces grands spectacles avec des feux d'artifice, etc. Il avait l'air de dire qu'il était plus simple que ça. Moi, j'étais persuadée que j'étais celle qui allait le sauver de tous ces démons, que j'étais celle qui allait pouvoir l'apaiser. Et je me suis fait embarquer dans une vie où c'est compliqué de tout gérer. Il voulait que je sois tout le temps à ses côtés, il voulait beaucoup de présence, il n'aimait pas la solitude. Il avait des attentes auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que c'était trop. Et puis à un moment donné, toutes ces attentes-là, elles se heurtent à la réalité. On ne peut pas avoir quelqu'un H24, c'est pas possible. On s'était aimés, ça a été compliqué. J'arrivais au bout de quelque chose que je ne pouvais plus vivre sans trop de souffrance. Donc c'était trop compliqué, trop douloureux. Je suis partie. J'étais trop jeune pour vraiment répondre à toutes ces attentes. Ce que Johnny a vécu dans son enfance en termes de rejet, en termes d'exclusion, il est clair que malgré la reconnaissance universelle qu'il a eue, c'est quelque chose qu'il a gardé à l'intérieur de lui et quelque chose qui va se transmettre inconsciemment à travers les générations. L'incapacité à endosser sa paternité. Les blessures de l'enfance jamais refermées. Et le tourbillon de la vie de célébrité, une seule femme peut-elle les apaiser ? Monsieur Jean-Philippe Smet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laetitia Marie-Christine Baudou, ici présente? Oui. J'ai le grand plaisir de vous déclarer unis par les liens du mariage. Le personnage de Laetitia, de toute façon, a toujours suscité les fantasmes depuis le début, quand elle est entrée dans la vie de Johnny Hallyday. Les Français l'ont regardé de façon un petit peu ébahie, éberluée. Ils ont découvert ce petit bout de femme-enfant, avec ses bouclettes, ses taches de rousseur. Laetitia et Johnny, c'est l'histoire d'un coup de foudre.
La jeune fille, originaire du Cap d'Agde, et la rockstar de 30 ans, son aînée, se rencontrent un an plus tôt à Miami, au cours d'un dîner organisé par le DJ Jean Rock. Johnny sort d'une séparation douloureuse avec Adeline Blondiot et tombe immédiatement sous le charme de la discrète Laetitia. La légende de la rencontre de Johnny et Laetitia, c'est l'histoire de Laetitia qui déjà est une maîtresse femme, puisqu'elle s'occupe de son papa qui a divorcé, qui va mal. C'est à cette occasion que dans un endroit de nuit, elle rencontre Johnny avec son papa. Elle est toute jeune, on est en 95. Il m'a regardé d'une belle façon, c'était beau et j'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un. Même si j'étais jeune, j'ai pas beaucoup d'expérience. Vous voyez comment elle le regarde? Comment elle regarde ce mec? C'est un dieu pour elle, c'est de l'amour, quoi. Laetitia était extrêmement éperdument amoureuse de Jojo. Et je pense que par voie de conséquence, lui aussi. En apparence, tout oppose la rockstar de 50 ans et mademoiselle Laetitia Boudou. Mais les blessures de leur enfance les rapprochent. Johnny a été abandonné par ses parents, la jeune fille a accompagné son père dans une longue dépression et sort tout juste d'une adolescence marquée par l'anorexie. Ce qui est frappant, c'est que aussi bien du côté de Johnny Hallyday que de Laetitia, il y a ces enfances un peu marquées par l'abandon, marquées par la rupture, et que on peut tout à fait imaginer que dans le couple qu'ils ont formé, il y avait pour l'un comme pour l'autre quelque chose de réparateur. Et ça explique peut-être la force de ce couple que tout le monde reconnaît. Malgré leurs points communs, les débuts du mariage de Johnny avec Laetitia ne sont pas de tout repos pour la jeune femme. En cause, le tempérament de séducteur du chanteur. C'était un compétiteur, c'est tout. C'était un compétiteur dans l'âme. Donc, si vous voulez, au niveau des nanas, c'est la compète. Il n'y a pas une femme normale sur cette planète qui pouvait rester avec cet homme-là une vie. C'est pas vrai. Pas une femme normale. Ça fait partie du personnage, ça fait partie du rock'n'roll, ça fait partie du gros dur qu'il était, parce qu'il était dur comme mec. Il s'en prend à Laetitia. Il lui dit, comment est-ce que tu oses avoir une petite montre Swatch? Tu me représentes à l'étranger, Laetitia. Je t'ai acheté des belles montres. Tu vas avoir une belle montre, tu ne dois pas mettre une Swatch. Tu vois. Ouais, il dit, donne-la moi, je vais l'écraser par terre, je vais la péter. Tu vois. Alors l'autre, elle ne voulait pas, évidemment. Donc ça s'est terminé en fritage, quoi. Et il s'est levé, et là, il a fait un truc extraordinaire. En partant, il s'est gouré, et il est rentré dans la cheminée. Il s'est foutu du feu de partout et tout. Puis il est revenu comme ça vers la table, il a dit, Laetitia, t'es une vraie conne. Et il s'est barré. Johnny, c'était vraiment le rocker avec sex, drug and rock and roll. Donc Laetitia vaillamment est restée en place. Elle lui a pardonné ses incartades éventuellement. Et c'est quand même une chose qu'il faut lui reconnaître. Amoureuse et déterminée, la jeune fille s'impose très vite dans la vie du chanteur. À la maison, elle fait la connaissance de Jacqueline, la cuisinière de Johnny depuis 1990. Sandwich à la poitrine fumée, encas garni de cornichons et sauce américaine, elle mitonne chaque jour des petits plats pour le mari de Laetitia. Johnny, quand il dormait pas ou qu'il avait faim la nuit, il m'appelait et je venais le satisfaire, il n'y avait pas de souci. Mais Laetitia se révèle très vite, selon Jacqueline, une maîtresse de maison intransigeante. Elle n'était pas agréable parce qu'elle ne faisait pas ce qu'elle voulait exactement. C'était une petite jeune gâtée. Je ne suis pas une cuisinière professionnelle, mais j'ai quand même la réputation d'être une bonne cuisinière de famille. Et elle a voulu me faire partir pour mettre à ma place sa famille, sa grand-mère. Et donc, comme Johnny n'aimait pas les conflits, et il laissait faire. À l'été 1996, Jacqueline est priée de rendre son tablier. J'ai été dans les premières à partir, parce que ça ne plaisait pas à cette personne. Ça a été très dur pour moi parce que je ne m'attendais pas à partir et j'étais heureuse chez Johnny. J'y repense tout le temps. Dans la foulée, Johnny coupe les ponts avec plusieurs de ses employés, jusqu'à son garde du corps et confident, Philippe Belloni. Et je le sentais embêté quand on revenait du sport, par exemple. Avant, il voulait toujours que je mange avec lui. Là, il avait tendance un petit peu à me dire « Bon, ben, on s'appelle demain ou appelle-moi ce soir. » Et je ne le sentais pas bien. Donc, je me suis dit, il y a ma charrette qui vient d'arriver, et ben je vais monter dedans tout seul et je vais m'en aller. Laetitia reprend en main le quotidien de son époux, mais son désir de maternité la rattrape. Une
Douleur intime qu'elle révèle pour la première fois à la télévision en mai 2008. Pour moi, maman, c'était un métier. J'avais aucune ambition à part d'être une maman. C'était l'histoire de toute ma vie, de porter la vie, Et donc de ne pas réussir à... De ne pas réussir, ça, c'était un échec. C'était un échec douloureux. Ouais. Et j'étais honteuse de ça, jusqu'au jour où j'ai accepté ma stérilité et que je suis partie au bout du monde et que voilà, ma fille est rentrée dans ma vie. Quand on lui a mis Jade dans les bras, les images que j'ai faites parlent d'elles-mêmes. Les larmes aux yeux, le bébé dans les bras, c'est un grand, grand moment d'émotion. La petite Jade a changé toute ma vie parce que tout ce que j'ai pas pu faire avec les autres, je le fais avec Jade. Et je dois dire que depuis qu'on a notre petit bout de sou, c'est vrai que même moi, je deviens complètement gâteux. J'ai envie de voir Jade grandir et puis surtout si on adopte une autre petite, je veux la voir grandir aussi. Il se trouve que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé au bout du monde, au Vietnam, à Noël 2008, à côté de Johnny Hallyday et de Laetitia quand ils étaient venus chercher leur deuxième fille. Donc j'ai assisté au premier moment de la cellule familiale complète. Et il était évident que Laetitia Hallyday avait une passion maternelle exubérante, incroyable, intense, très touchante. C'était émouvant de voir cette jeune femme être avec ce bébé comme si c'était le sien biologiquement. Il n'y avait aucun doute sur son amour maternel. C'était aussi frappant de voir Johnny très maladroit, mais il était posé, il était calme, il était apaisé. Johnny s'est dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je réussisse ma paternité. Je l'ai raté avec David, dont je ne me suis pas occupé. Je n'ai pas vu grandir Laura. Là, avec Laetitia, je vais le faire bien. Ses amis n'en reviennent pas, n'en croient pas leurs yeux. Et pourtant, c'est la réalité. Lorsqu'ils appellent leur Johnny au téléphone, il n'est pas toujours là parce qu'il est en train de jouer avec ses petites filles. Je pense que ça lui a donné des responsabilités de père qu'il n'avait pas. Je pense que tout d'un coup, il s'est dit « je suis un papa ». Ça fait bizarre de dire ça. Alors que Johnny découvre les joies de la paternité et fonde pour la première fois une vraie famille aux côtés de son épouse, sa santé se met à lui jouer des tours. Que les fans se rassurent, ça n'a rien de très grave. Et d'ailleurs, il ne voulait pas y aller, mais Johnny Hallyday n'a pas eu le choix. Il est hospitalisé depuis mercredi pour une hanche déboîtée. 3 mois plus tard, lors d'une autre opération par le docteur très controversé Stéphane Delajoux, l'idole des jeunes contracte une infection nosocomiale. Laetitia ne reconnaît plus son mari. Un soir, Johnny est pris d'une crise de démence, aggravée par une surdose d'alcool et de médicaments pour tenter de calmer sa douleur. La star s'effondre au sol en appelant désespérément son père au secours. Johnny est hospitalisé aux États-Unis dans un état critique et plongé dans un coma artificiel. Sa tournée d'adieu de 67 dates est compromise. L'affaire bouleverse la France entière jusqu'aux plus hautes instances de la République. Je voudrais dire à Johnny Hallyday les vœux que l'on forme pour que sa santé s'améliore. Ça crée une grande émotion en France, peut-être ailleurs, parce que c'est un homme qui est très aimé. Il est hospitalisé au Cedars-Sinai de Los Angeles, qui est vraiment le next plus ultra de la médecine américaine. Là, on privatise tout un étage de l'hôpital à l'époque, et Laetitia devient l'infirmière en chef. C'est-à-dire qu'elle va faire barrage de son corps, mais physiquement. Elle fera une checklist de qui pouvait avoir accès ou non à la chambre. 4 jours plus tard, David, le fils aîné du chanteur, se décide à rejoindre Los Angeles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez tenu à être là aujourd'hui? Les raisons me semblent assez évidentes pour ça. Je viens voir mon père, les nouvelles sont très bonnes, donc je viens le soutenir. David Hallyday, que je vois à l'époque, me raconte sa colère, parce qu'il lui faudra quand même une bonne journée pour voir son père. Il est abasourdi, lui. C'est là où il commence à me dire les premiers mots sur Laetitia Hallyday. Il a compris qu'il ne serait jamais du premier cercle de Laetitia et que la suite ne serait qu'un long combat entre lui, sa sœur et Laetitia. Durant 2 semaines, Laetitia veille sur Johnny avec un but, que son époux remonte un jour sur scène. Quand j'étais dans le coma, on dit qu'on entend des voix comme ça. Oui. Moi, j'entendais la voix de Laetitia, ma femme, et très sincèrement, c'est sa voix qui m'a donné le courage de revenir à la vie. De son propre aveu, Johnny est un ressuscité. Et ce miracle, il le doit à Laetitia. 1 an plus tard, la star remonte sur scène à la surprise générale aux côtés de Mathieu Chédid, appelé par Laetitia pour composer le nouvel album du chanteur.
Johnny opère un retour en force brillamment orchestré par son épouse sur le plan médiatique. Laetitia va communiquer de manière magistrale, non seulement avec la presse People, mais surtout avec Match. Si on devait compter les couvertures de Match depuis le Cedar Sinai, on a bien une bonne vingtaine, ce qui est énorme. Ça fait partie en tout cas de la manière dont on a organisé, je dirais, la prise en main de l'image de Hallyday. Et ça, elle a très bien fait, très bien fait. Laetitia se taille peu à peu une stature d'icône médiatique. L'épouse irréprochable donne un nouveau souffle à la carrière de son mari en faisant appel à de jeunes musiciens branchés comme Jarol Poupeau ou Yodelis et s'engage même sur le terrain humanitaire à la manière d'une princesse du peuple. Nous avons le plaisir de recevoir Laetitia Hallyday, qui est depuis plusieurs années la marraine de l'UNICEF. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. C'est la Lady Di du showbiz. Laetitia a toujours été en public, parfaitement élégante, jouant parfaitement son rôle. Pendant les 22 ans aux côtés de Johnny, elle s'est jamais laissée aller à faire des photos avec un coup dans le nez. Ça n'existe pas avec Laetitia. C'est une femme, c'est une double face, quoi. C'est poker face. C'est effectivement l'image de la douceur, la beauté, le caractère très posé, quelqu'un de très lisse, très bien manufacturé, en tout cas médiatiquement. Rien ne dépasse, hein, c'est impeccable. Et puis c'est une dame de fer, très fort caractère. Une businesswoman insoupçonnée dont la réussite ne doit rien au hasard. Fille d'un entrepreneur du sud de la France aux origines modestes, Laetitia Boudou a été à bonne école. Dans l'ombre de Laetitia Hallyday, il y a André Boudou, qui est le père de Laetitia, qui a joué un rôle clé. Hein. C'est un homme d'affaires, je dirais une réputation un peu sulfureuse, très forte personnalité, très malin. Dédou, il est fils de pêcheur, lui il se met tout de suite dans les affaires. Et puis c'est un de ceux qui a le mieux réussi, non pas seulement au Cap d'Agde, dans toute la région Languedoc-Roussillon. Qu'il soit critiqué ou pas par la suite pour sa réussite, c'est possible. Mais en tous les cas, c'est une success story. C'est un garçon déjà, quand il était jeune, il avait une vision sur les affaires qui était bonne. Hein. Avant même sa majorité, l'enfant de Marseillan André Boudou a le business dans le sang. Il reprend un petit commerce local pour y fonder le Psychédélique, l'une des premières boîtes de nuit de la région. Sa mère, Eliette Boudou, que Johnny surnommera plus tard Mamie Rock, lui sert de prête-nom en attendant son émancipation. Celui que tout le monde dans la région appelle Dédou détonne déjà par son ambition personnelle à toute épreuve. Pratiquant le rugby pour entretenir sa forme, André Boudou possède comme principale qualité la rage de réussir et comme petit défaut, son égoïsme et le fait de toujours vouloir avoir raison. De passion, le bateau et le ski nautique. En 1974, le Marseillanais monte sa première affaire au Cap d'Agde. Avec son compère et associé Jackie Beaunieu, il contribue à l'essor de cette station balnéaire encore embryonnaire à l'époque. Ensemble, ils montent la discothèque la plus en vue de la ville et gagnent leur galon de prince de la nuit locale. C'est un type qui n'a pas froid aux yeux. Dans les boîtes de nuit, on a de temps en temps affaire à des gens qui sont un peu trop assoiffés et qui ont dépassé un certain niveau. Donc quand il faut les calmer, il n'envoie pas toujours les portiers. André Boudou, c'est quelqu'un qui a le geste facile et le verbe haut. C'est pas un garçon qui se laisse faire, hein, mais il fait ses affaires et je ne crois pas que dans sa vie, il ait dû 1 centime à personne. Sauf peut-être au trésor public. André Boudou prend parfois quelques libertés avec la législation. En 1998, l'une de ses boîtes de nuit écope d'un redressement de 80 000 €. Et 9 ans plus tard, il est condamné à 6 mois de prison ferme pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et tenue de comptabilité falsifiée, assortie d'une interdiction de gérer. Moi, j'ai été condamné 7 fois quand on a des commerces et qu'on réussit. Il s'est marié avec une belle femme, il a 2 beaux enfants, Grégory, Laetitia. Il réussit ses affaires, mais il y a des jaloux. Et ici, on est dans un pays de jaloux quand même. Il y a forcément un côté opaque dans les affaires du clan Boudou, mais c'est lié aussi au type d'activité. Hein. Des boîtes de nuit, ça a toujours été des choses, moins transparentes que un certain nombre d'autres activités commerciales. Pour faire prospérer ses affaires, André Boudou choisit l'exil. Son rêve américain se réalise à Miami en 1992. Là-bas, il monte un club d'un nouveau genre baptisé l'Amnésia, tout comme sa célèbre discothèque du Cap d'Agde. Aujourd'hui, André Boudou nous accorde sa journée. Il va nous faire découvrir le Miami qu'il connaît à sa façon, c'est-à-dire avec son bateau, le meilleur moyen de transport dans cette drôle de cité lacustre. Je suis venu étonner les Américains avec un truc plus gros, plus fort et beaucoup mieux conçu.
que ceux qu'ils connaissaient déjà. En France, les Français ont le choix entre être un imbécile ou un escroc. Ce n'est pas aux États-Unis. Si on réussit, on est bon. Et si on échoue, on a fait une erreur. Dans le monde de la nuit, tout le monde le prend pour le petit provincial qui va se casser la gueule. Et l'Amnésia est un tel succès qu'on arrive de New York, qu'on arrive de Washington, pour passer le week-end dans la boîte de nuit que le petit Frenchie a créé. La soirée du Nouvel An à l'Amnésia de Miami, c'est une soirée où il y a un peu plus de 6000 personnes et au chiffre d'affaires de 246 000 $, ce qui représente à peu près 1 500 000 francs français. Ceci n'était jamais arrivé aux États-Unis. Le nouveau roi des nuits de Miami reçoit régulièrement la visite de Johnny dans son établissement. Et en mars 1995, André Boudou lui présente sa fille. Les deux hommes partagent une même passion pour la course automobile. Et 5 ans après le mariage, le père de Laetitia invite son beau-fils à participer au rallye raid de Tunisie. Je suis très fier de le faire avec André. Et comme il a une certaine expérience du sable, et j'espère qu'il ne va pas se planter, qu'on ne va pas se planter surtout. On a fait des essais et Johnny, tout le monde sait que c'est un bon chanteur, mais c'est un excellent pilote. Cette amitié avec Johnny est aussi pour le père de Laetitia un moyen de garder un œil sur sa fille. Maintenant, votre fille, elle s'en va avec Johnny, vous la laissez partir et puis vous en foutez. C'est normal qu'il ait la vue sur elle et qu'il sache qu'elle ne se fasse pas non plus embrouiller. Parce que c'est vrai que Johnny, moi je l'aime bien, ça a été mon idole, mais il fallait se le faire un petit peu quand même, hein, des douilles surveillées. Le père de Laetitia devient un pilier de l'entourage de son beau-fils. À l'abri des regards, il joue les conseillers de la star. Dans les coulisses du Stade de France, le 4 septembre 1998, les 30 ans de carrière et d'amitié entre Johnny et Jean-Claude Camus ne font pas le poids face à la toute-puissance d'André Boudou. Est-ce qu'on peut aller dans cette putain de loge? Non. Je peux pas travailler, moi. Mais bien sûr qu'il y a quand même des choses qu'il faut qu'on voit avec l'artiste maintenant. Preuve de l'influence d'André Boudou, un document exclusif que nous nous sommes procurés. Une lettre manuscrite jamais révélée de Johnny au père de Laetitia. Mon cher André, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu m'as sauvé la vie en t'immisçant dans mes affaires. Ceci est seulement et complètement la beauté d'un vrai ami. Merci d'être mon ami, ton Johnny. Cette lettre est datée du 22 juin 1997. Johnny et Laetitia sont mariés depuis 1 an. À cette époque, ils parcourent le monde à bord d'un yacht. Mais le choix des mots interpelle. Johnny remercie le père de Laetitia de s'être immiscé dans ses affaires, comme si le chanteur n'avait pas sollicité au départ cette intervention. André Boudou s'intéresse donc très tôt aux finances de son beau-fils. Voici ce qu'il déclare en 2004 et 2005 à la presse. J'ai décidé de remettre de l'ordre dans ses affaires parce que c'est le mari de ma fille. Johnny sait chanter, mais pas compter. Je ne supportais plus de le voir se faire plumer. Au même moment, Johnny quitte Universal, sa maison de disques depuis 1961, réclamant au passage une indemnité de 60 millions d'euros et la restitution des droits sur tous ses titres. L'inspirateur de cette décision radicale, selon certains, le père de Laetitia. André Boudou a été le conseiller. Il y a un domaine dans lequel André Boudou est doué, c'est quand même dans les affaires. Et il l'a démontré. Tout ce qu'il a touché, il l'a réussi. André Boudou est omniprésent depuis toujours. Hein. Donc c'est lui qui prend en main tout ça. Il va jouer un rôle clé, hein, à la fois sur le plan financier, juridique, patrimonial. Il est là, il est toujours là dans l'ombre, toujours. Il n'apparaît jamais, mais il est là. En effet, le nom du père de Laetitia ne figure nulle part dans les statuts des sociétés percevant les revenus de la star. La mère d'André Boudou, alias Mamie Rock, pilote seule la holding Hallyday. Âgée aujourd'hui de 82 ans, Mamie Rock, ancienne tenancière d'un petit commerce à Marseillan, n'a aucune expérience dans la gestion d'entreprises musicales. Et pourtant, c'est elle la patronne de Mamour, Navarro, Pimiento ou encore Artistes et Promotions. Ces sociétés perçoivent les droits d'auteur de tubes comme Marie et les bénéfices des tournées de l'artiste. Une mine d'or. Mamie Rock, elle est gérante de la société. Si on étudie un tout petit peu le droit, ça n'en fait pas la propriétaire. C'est une octogénaire qui veut bien servir de prête-nom. On voit arriver la grand-mère, quand même, à la tête d'un trust. In fine, dans ce montage financier-là, on tombe des nues. Et on découvre quelque part le poteau rose. Je n'ose croire qu'on utilise le nom de la grand-mère comme prête-nom parce que c'est juridiquement illégal. Il faut le savoir. S'il est prouvé que cette grand-mère n'est pas la véritable gestionnaire des sociétés, eh bien, elle pourrait effectivement être poursuivie. Johnny, pour un homme
politique. Et au fond, pour moi, c'est vraiment un créateur, un incarnateur, un homme de spectacle qu'on ne juge pas. C'est sûr que le Premier ministre pourrait se dire où sont ses impôts, comment il vit, quelles sont ses conditions morales d'existence. Mais est-ce que moi je me préoccupe des questions morales d'existence de Baudelaire? Les grands créateurs, on les aime pour leur création. Et moi j'aime Johnny pour ses créations. Et donc je le mets au-dessus de tout ce qui peut être les encombrements de la vie. Ces dernières années, l'influence d'André Boudou sur les affaires de Johnny était, semble-t-il, inversement proportionnelle à celle de sa fille Laetitia. L'élève aurait-elle dépassé le maître? Je le vois un peu tous les ans de nuit, à l'Amnésia. Que je sache, il est fâché depuis au moins 3 ans avec Johnny et autant avec sa fille. Il y a 3 ans, il me dit « Ma fille a choisi Johnny par rapport à son père ». Et il en était attristé. Avec les années, je pense que cette figure s'est un peu estompée. Les avocats ont pris le relais. Elle est très entourée à ce titre-là. Mais sans André Boudou, je pense que Laetitia n'aurait peut-être pas eu tout à fait le même destin. La même dureté, le même côté implacable en affaires. L'opinion peut trouver ça bizarre de voir la famille de Laetitia, notamment sa grand-mère, se retrouver à la tête de société. Alors de 2 choses l'une. Soit c'est Johnny qui organisait son business pour essayer d'optimiser sa fiscalité, et il avait recours à des proches, et quels que soient ses proches, c'est lui le responsable, et en effet c'est critiquable. Soit c'est Laetitia qui a préféré mettre à l'abri les intérêts de son mari en les confiant en des gens en qui elle avait confiance, en l'occurrence ses parents. Et là, ce sera la justice de dire si ça a été fait dans les formes et si c'était valable. Les Boudou et les Hallyday. 2 dynasties animées par une même ambition. Être les seuls gardiens de la légende. 2 familles au cœur du conflit pour l'héritage de Johnny. Johnny, son gros problème dans l'existence, c'est qu'il était incapable d'être seul. Et donc, il était prêt à tout accepter à partir du moment où il n'était pas seul. Quand vous aviez compris ça, vous saviez comment vous pouviez le diriger. Je pense que de toute façon, il avait souffert terriblement de ne pas avoir eu son père. Et donc, je peux pas croire qu'il ait pu déshériter ses enfants. C'est impossible. C'est pas possible. Ça, je peux pas le croire. Si c'est sa décision, les Français ne l'admettront pas. Ça fait logique. Et donc, comme ils l'admettront pas, ils vont obligatoirement taper sur Laetitia. Parce qu'ils aimaient énormément Johnny. Moi, j'ai assisté à une scène où Laetitia avait menacé de foutre le camp à Gstaad et où j'ai vu Johnny assis sur les marches du chalet et Laetitia partait avec les bagages et puis les enfants. Il pleurait comme un gamin. Il disait me quitte pas Laetitia, je t'en prie, me quitte pas. Bon, il prenait beaucoup de décisions seul et faisait en sorte que ce soit ses entourages qui en prennent la responsabilité. Il voulait pas faire de peine ou il disait que c'était aussi bien si quelqu'un d'autre le prenait sur la gueule. Les tribunaux jugeront sur la réalité de la résidence californienne ou française. Ils ne prendront pas en compte les commentaires des magazines People et c'est tant mieux. Mais dans le grand public, il va lui falloir combattre l'image de la menthe religieuse, pour reprendre la caricature de Charlie Hebdo, effaçant l'image de la femme aimante et de la mère apaisante. Même l'avocat de Laetitia ne peut pas faire le poids face à l'opinion publique. On ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas effacer un passé. Et vous ne pourrez jamais lutter contre une mémoire collective. Et la mémoire collective dans l'histoire de Johnny, eh bien, c'est Sylvie Vartan, c'est Nathalie Baye, c'est toute une jeunesse, c'est des refrains, c'est des chansons, bien avant que Laetitia, finalement, arrive dans la vie du rock. Elle estime qu'elle est la seule héritière légitime de droit et de cœur. Elle a sacrifié sa vie pour cet homme. Tout ça, ça a un prix. Quand elle voit que Johnny déshérite ses propres enfants, elle en est consciente, elle sait ce qu'il a signé, elle connaît parfaitement le contenu du testament, donc non seulement elle approuve la démarche, mais je dirais qu'elle l'encourage quelque part. Il n'y a jamais eu d'histoire d'argent entre Johnny et moi, puisque quand on s'est séparés, chacun a payé ses frais d'avocat. J'ai refusé de demander une pension.
parce que je trouvais que c'était pas normal. Mon avocate m'a conseillé, elle me dit c'est quand même le 2e divorce, et je dis non, c'est pas une histoire d'argent, c'était une histoire d'amour. Et puisque je m'en vais, je veux partir comme je suis venue, voilà. Il existe une notion d'abus de faiblesse en droit qui permet de dire quand mon père ou ma mère a rédigé le testament, il n'était pas en possession de tous ses moyens et par ailleurs dans une telle nasse et entouré par des gens qui le manipulaient, faisaient pression. Ça, c'est une bataille qu'on tente souvent et qu'on perd souvent. C'est compliqué à démontrer. On ne peut pas faire de Johnny Hallyday une petite mamie qui aurait été entourée et manipulée. Ça reste malgré tout Johnny Hallyday, quoi qu'on pense vraiment du rôle des uns et des autres et de sa belle famille autour de lui. Moi, je pense qu'il peut y avoir un accord. À un moment donné, les choses sont allées déjà très très loin. Le combat va s'amplifier, c'est un combat judiciaire, donc il va prendre des années. Je ne suis pas sûr que les deux parties soient disposées à rester des années comme ceci ennemies, donc je pense qu'il y aura un accord à un moment donné. Il y a des communiqués de presse de la part de l'avocat de Laetitia qui disent qu'il n'y aura pas de négociation possible. Quand on lit le communiqué, ça dit clairement que Laetitia Hallyday entend bien faire valoir ses droits, c'est-à-dire en clair, ne négociera pas. Le 18 mars dernier, dans une interview accordée aux Parisiens, David Hallyday semble de son côté ouvrir la porte à une négociation concernant l'héritage de Johnny. C'est mon père. Je trouve ça normal que son fils, sa fille comme ses 2 autres petites filles, aient un droit de regard dessus. On a affaire évidemment à une pièce de théâtre parce que ça se passe sous nos yeux. Acte 1, la gloire, acte 2, la maladie, acte 3, la mort et l'héritage. Mais ce sont de vrais êtres vivants. Il n'y a pas un auteur qui d'un trait de plume peut faire gagner l'un ou l'autre. Par ailleurs, les pièces de théâtre, les grandes pièces de théâtre, c'est des tragédies. Ça se termine jamais par un accord. On peut souhaiter, dans l'affaire Hallyday, que les héritiers à un moment donné et leurs avocats se mettent d'accord pour que personne ne se sente humilié, que personne ne se sente spolié et qu'on respecte à la fois les dernières volontés de Johnny Hallyday et une certaine forme d'équité. On peut espérer que dans la vie se passe ce qui ne se passe jamais au théâtre, c'est-à-dire un happy end en matière de famille et d'argent. Il y a la guerre des clans par médias interposés et la perspective probable d'un long combat judiciaire. Mais pour ses proches d'hier ou d'aujourd'hui, reste le souvenir de Johnny intact. Loin du cliché de la rockstar aux 110 millions d'albums vendus en un demi-siècle, d'une carrière sans précédent dans l'histoire de la musique française. Il devait chanter dans une soirée qui était un peu réservée aux jeunes. Avec sa guitare, il a cassé une corde. J'ai couru à toute vitesse dans ma chambre, qui n'était pas très loin. J'ai ramené une corde et j'ai sauvé la situation. Il s'en est toujours souvenu et c'est ça qui a lié notre amitié. C'est une corde de guitare. Je m'étais fait une fausse idée, j'ai un rocker un peu dur. Et puis je me suis trompé parce que c'était un type d'une gentillesse, d'une humilité très gentil, très simple, très à l'écoute. Le souvenir important que je garde de Johnny, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'il a toujours eu cette humilité et cette simplicité. Quand il croisait des gens dans la rue, qui lui demandaient une photo, qui lui demandaient un autographe, il prenait toujours le temps de le faire gentiment. À la maison, dans ces Charentaises, c'était plus Johnny Hallyday, c'était Jean-Philippe Osmet, c'était lui que j'aimais. On venait de passer devant le juge pour notre premier divorce. Et le soir, j'arrive chez moi un peu dépitée de ce qui venait de se passer. Et il y a un bouquet de roses extraordinaire, 101 roses. Et il y avait une carte avec marqué dessus « 100 roses parce que tu me manques, plus 1 parce que je t'aime ». Et j'avais trouvé ça. Et évidemment, le lendemain, on est à nouveau ensemble. Je pense qu'il n'a jamais perdu son panache, jamais. Il avait toujours les mêmes yeux, toujours les yeux turquoises, et il n'a jamais perdu son panache, pour moi. J'habite Saint-Martin. C'est à 4 km de chez moi. Je prends la bagnole, je l'arrête chez Jojo Burger, je me fais un petit coca, je regarde les tombes, je vais voir mon poteau, une petite caresse. Et puis voilà, mais c'est sûr, puis je le ferai plusieurs fois. Je vais pas y aller qu'une fois, je le ferai plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder tout ça avec un regard apaisé et avec un sourire. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous le laisse. Vous
pouvez y réfléchir tranquillement.